Bonjour mes élèves, aujourd'hui la leçon sur le commerce international. Ce sont les nouvelles perspectives de l'entreprise, un défi qui doit répondre à des questions actuelles. Il y a 3 mots qui sont très importants, j'achète, je vends, je fabrique. Mais où l'entreprise fait ça? Avec qui? Par quels moyens? Quels sont donc les défis actuels pour l'entreprise dont le but est toujours de vendre les produits et les services qu'elle a produits, justement? Il y a un autre mot qui est très important, c'est le mot changement. C'est le passage d'un état à l'autre, une modification, une transformation, une rupture de rythme. Et quelquefois, pour l'entreprise, le changement, c'est un bouleversement. Dans l'entreprise, on doit accepter des changements. À cause de quoi? Écoutons dans quelques minutes quelques passages. Quelques exemples. Je viens de m'acheter une voiture japonaise avec un moteur allemand fabriqué à Singapour. Je bois un excellent vin grec élaboré à partir d'un cépage espagnol et parfois je sirote un whisky écossais devant ma télé américaine. Le pédiatre de mes enfants est brésilien, mais il a fait ses études à l'Imperial College de Londres. Et qu'est-ce que je suis sans ma tablette et sa technologie coréenne, mais dont les pièces sont montées dans une usine indienne? Qu'est-ce qu'est donc la mondialisation? La mondialisation, qui semble née de l'essor des nouvelles technologies et de la vitesse des moyens de communication, est en réalité un processus très ancien. Quelles sont donc les origines de la mondialisation? Depuis le début des années 90, la mondialisation désigne une nouvelle phase dans l'intégration planétaire des phénomènes économiques, financiers, écologiques et culturels. Toutefois, un examen attentif montre que ces phénomènes n'est ni linéaire ni irréversible. Avant, les événements qui se déroulaient dans le monde n'étaient pas liés entre eux. Depuis, ils sont tous dépendants les uns des autres. La constatation est banale. Mais c'est vraiment ça, la signification de la mondialisation, c'est-à-dire cette création d'un espace mondial interdépendant n'est pas donc nouvelle. Par exemple, de l'Empire romain, une première mondialisation s'est organisée autour de la Méditerranée. Les grandes découvertes vont ensuite assurer la connexion entre les différentes sociétés de la Terre et la mise en place de cette économie monde. Mais ce processus est interrompu. La Première Guerre mondiale, puis la Grande Dépression des années 30, 1930 précisément, suscite la montée des nationalismes, une fragmentation des marchés, les grands retours du protectionnisme. Donc, elle recouvre 3 étapes. Le développement des flux d'exportation, l'essor des flux d'investissement et des implantations à l'étranger, et enfin la globalisation avec la mise en place de réseaux mondiaux de production et d'information. Ce sont les nouvelles technologies d'information et de communication. La mondialisation actuelle est à la fois une idéologie, le libéralisme, une monnaie, le dollar, un outil, le capitalisme, un système politique, la démocratie et une langue, l'anglais.
Et donc la globalisation financière. Depuis 1945, les échanges progressent plus vite que la production de richesses. Ils sont dopés par la généralisation du libre-échange, avec la mise en place du GATT, l'accord général sur les tarifs et le commerce, en 1947, et la création de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, en 1995. La mondialisation est donc une globalisation financière avec la création de marchés planétaires de capitaux et l'explosion de fonds spéculatifs. Grâce aux liaisons par satellite, à l'informatique et à l'Internet, la mondialisation se traduit par l'instantanéité des transferts de capitaux d'une place bancaire à une autre en fonction des perspectives de profits à court terme. C'est une économie virtuelle qui est née. Sur le plan social, la mondialisation renforce donc les inégalités aussi sur le plan social. L'écart entre ceux qui peuvent saisir les opportunités offertes par la mondialisation et ceux qui ne trouvent pas leur place entre riches et pauvres se creuse à toutes les échelles. 1/5 de l'humanité seulement consomme et produit les 4/5 des richesses mondiales. La mondialisation engendre la marginalisation des plus faibles et la prolifération des activités illicites comme l'émergence de multiples passagers clandestins. Aujourd'hui, l'Europe redémarre et puis il y a du chômage, il y a tous les arguments contre les étrangers, ça commence à marcher grave. Mais ça marchait déjà il y a 20 ans. Ouais, mais ces gens-là, ils ont trouvé du boulot. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail. C'est vrai, mais la crise aujourd'hui, bah oui. elle vient pas de l'Europe, bah oui, simplement. Non, mais d'accord. C'est la mondialisation. Oui, mais l'Europe... Alors... Et qui a créé la mondialisation, ce n'est pas un phénomène qui tombe du ciel. Ce n'est pas les Indiens et les Chinois qui ont créé la mondialisation. C'est une politique qui a été poussée par les États-Unis, une politique qui consistait à démontrer toutes les protections des capitaux, des marchandises et des services, ce qui a permis aux grandes sociétés américaines et européennes d'aller investir en Chine et construire des usines pour bénéficier des salaires qui sont inférieurs. C'est ça qui a procuré les développements industriels ultra rapides, surtout de la Chine. Donc, il y a la concurrence de la part des autres pays. Qui a créé cette concurrence ? Nous sommes en face à plus de 3 milliards de personnes qui ont un niveau de vie et un salaire qui sont 20 fois inférieurs. Donc, en France, on ne peut pas être compétitif. Il faudrait fermer les hôpitaux, la police, l'armée, les écoles. Il y a donc une perte d'emplois industriels. So I choke on some, and the days blur into one, the backs of my eyes.
Nous venons de réaliser une très ambitieuse opération d'ouverture et de réglementation du marché, qui renforce le dispositif réglementaire des échanges multilatéraux et, ce qui est peut-être encore plus important, permet l'avènement d'une organisation mondiale du commerce plus forte. J'ai commencé à travailler sur les négociations du GATT concernant les services financiers et je me suis tout de suite dit que ça m'intéressait et que c'était ce que je voulais faire. Ce qui est intéressant dans le commerce international, c'est qu'un traité signé par l'Union européenne, même s'il ne fait pas partie de la législation communautaire, s'y substitue d'office. Et tous les pays membres de l'Union européenne sont obligés de respecter les traités signés par cette dernière. Nous sommes arrivés au terme du plus ambitieux cycle de négociations sur le commerce jamais entrepris. En tant que négociateur représentant les 117 gouvernements impliqués, vous avez abouti à un résultat extraordinaire. Avec votre accord, je déclare les négociations de l'Uruguay Round terminées. Le marché intérieur de l'Union européenne prenait une importance considérable. C'était une région riche avec un PIB par habitant élevé. Quand l'Union européenne négociait en tant que telle, elle avait un réel pouvoir, car elle était numéro 1 au niveau des exportations, des importations et des investissements à l'étranger. Mais Sir Leon Brittan, le commissaire de l'Union européenne chargé du commerce, se plaignait qu'à chaque fois qu'il était amené à négocier avec les États-Unis, il se retrouvait face à son homologue américain, qui lui était soutenu par les dirigeants des grandes banques et des grandes compagnies d'assurance de son pays, qui lui disaient « Sois sympa, fais ça pour nous, rends-nous ce service ». Alors que Sir Leon Brittan n'avait derrière lui qu'une poignée de ministres, qui le freinaient sans cesse et restreignaient sa liberté de mouvement, ce qui le mettait dans une situation inconfortable. Nous avons alors découvert qu'il y avait à Washington une armée de lobbyistes qui étaient là pour dire à leur gouvernement ce qu'ils attendaient des négociations sur le commerce. Nous avons choisi de nous intéresser à Givenchy et Kenzo, deux marques du groupe LVMH. En caméra discrète, nous sommes allés voir dans ce grand magasin les costumes pour hommes. Vendus entre 1000 et 1500 euros pièce, c'est du prêt-à-porter de luxe. Sur l'étiquette, on lit la mention Paris, mais à l'intérieur en tout petit, fait en Bulgarie. Regarde, tu vois, ils ont fait une pizzeria, là. Mais tu vois, là, c'était les pantalons, tout ça. Ces costumes ont longtemps été assemblés ici, chez ce sous-traitant du Nord, jusqu'à ce que l'atelier de production ferme en 2008. LVMH trouvait Marie-Hélène et les 146 autres employés trop chers. Quand elle a appris que la fabrication des costumes était partie en Pologne, elle a même décidé avec sa collègue Annie de faire une visite surprise chez le nouveau sous-traitant. Ah ouais, et ils ont un ventilateur, hein. Nous avons récupéré les images. C'était en 2007. Ce qu'elle découvre est un choc pour elle. Le coût de la main-d'œuvre est de 35 € par costume, 3 fois moins qu'en France. Ça, nous, c'est pas la même matière. Tu sais, tu le mets dans la manche. Ces ouvrières ont appris très vite à faire du luxe pour des salaires bien inférieurs. Combien d'années vous avez travaillé ? En 2007, les employées polonaises recevaient un salaire de 250 € par mois. Les costumes, eux, sont partis encore plus loin. La Pologne, c'était trop cher. Le nouveau pays de cocagne, c'est la Bulgarie. Nous avons retrouvé nos costumes à 350 km de Sofia. Voici Pyrintex, la plus grande usine textile de Bulgarie, voire d'Europe, avec ses 3000 employés. Fondée par cet Allemand, Bertram Rollmann,
L'usine travaille en sous-traitance pour les marques européennes. Et voici nos costumes. Ça, c'est du Kenzo. Fini la tradition et les savoir-faire. Ici, les mots qui comptent sont rentabilité et coût de main-d'œuvre. La moins chère d'Europe. Son usine était la dernière entreprise à fabriquer des costumes de luxe en série en France. Nous fabriquons l'essentiel, plus de 95 ou 96% en France. LVMH, exemplaire au niveau de l'emploi. C'est la mondialisation dans le bon sens. So I choke on sun, and the days blur into one. Backs of my eyes on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts or old dead grass. There's never much, but we've made the most. Welcome ships are launching from my chest. Some have names, but most do not. If you find one, please let me know what piece I've lost. Heal the scars from off my back. I don't need them anymore. You can throw them out. Keep them in your mason jars. I've come Nous avons vu jusqu'ici les problèmes liés à la mondialisation. Et donc la question c'est, les nouveaux mondes nous semblent bien grands, tant mieux, nous avons plus à y gagner. Il est temps de voir dans la nouvelle donnée mondiale une opportunité plutôt qu'une menace. Donc, il faut pratiquer le commerce international. Qu'est-ce que c'est le commerce international? Le commerce international désigne les échanges commerciaux qui existent entre plusieurs pays. Et il est régi par les droits d'échange de chaque pays, mais également par des règles de droit international. Par exemple, les avancées technologiques dans l'informatique favorisent le commerce international. Et donc, si on voit le lexique, les mots commerce international, c'est l'ensemble de flux de marchandises entre les espaces économiques nationaux. Au sens large, le commerce international inclut également le flux de services. International, aujourd'hui, il est devenu une variable centrale dans l'économie mondiale. Il fait cependant toujours l'objet, comme dans le passé, de nombreuses interrogations. Pourquoi les nations échangent-elles entre elles? Et le commerce international, donc, constitue-t-il un moteur ou bien un frein à la croissance? Ne contribue-t-il pas à la perte d'autonomie des États? Donc, il y a toujours au niveau économique et politique un débat théorique qui existe en toile de fond. Certains voient dans le commerce international le moteur de la croissance. D'autres, des obstacles à cette croissance-là. Donc, les entreprises, ce qui est sûr justement, c'est que les entreprises doivent créer et doivent avoir des relations internationales. Et les moyens pour atteindre ce but sont la participation à des foires commerciales internationales, l'utilisation du web qui permet de retrouver, de connaître et contacter des clients dans le monde entier, la création d'un réseau commercial à l'étranger,
l'implantation de filiales et la création d'une force de vente internationale qui puisse rendre visite périodiquement aux clients étrangers. Bien, pour terminer, pour conclure, il ne faut pas confondre commerce international et mondialisation. On entend par mondialisation la libre circulation des biens et services, des capitaux ainsi que des hommes, tandis que le commerce international ne concerne que les flux de biens, et donc en sens large des services. Bien, avec cette leçon, on a bien conclu et on a bien compris, j'espère, les différences entre mondialisation, globalisation, commerce international. Et donc, c'est à vous maintenant d'approfondir, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à approfondir. Et donc, c'est l'actualité, c'est la politique. À bientôt! Are launching from my chest. Some have names, but most do not. If you find one, please let me know what piece I've lost. Heal the scars from